Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis vraiment très heureux d'avoir, Dimitri, sur ce podcast. Dimitri qui a une chaîne qui s'appelle Dim Abroad, donc Dim, D-I-M, Abroad, A-B-R-O-A-D. C'est un créateur de contenu sur YouTube. Alors souvent, c'est un gros mot, on voit ça mal les créateurs de contenu, mais il nous donne une vraie valeur, sur ses vidéos. J'adore ses vidéos, ça fait voyager. Donc c'est, en fait une chaîne, YouTube qui va vous proposer des astuces par rapport au voyage. Donc nous qui avons une communauté où souvent on bosse un peu, voilà sur nos ordinateurs et bah, Dim, il a un peu ce côté très attrayant. Je dis pas la vie de rêve parce que ça bosse très fort j'imagine et puis il y a des contraintes sur internet, sur, comment se connecter, sur, voilà j'imagine qu'il y a tout un tas de contraintes, mais il nous donne des astuces de voyage et particulièrement aujourd'hui, ça va être le Vietnam, la Thaïlande et puis Bali, là où où il nous parle actuellement. Donc il est 18 heures et moi il est presque 11 heures en France. Et puis, donc il est ce qu'on appelle digital nomade. Dim, est-ce que j'ai bien présenté et qu'est-ce que c'est un digital nomade? Ouais, ça a été une super intro, merci de m'accueillir ici en tout cas. Alors la terminaison digital nomade, elle est encore hyper floue à ce jour. Faut savoir qu'il y a des gens qui sont persuadés que, c'est un métier, alors que c'est pas du tout un métier. C'est pour ça que des fois j'ai des commentaires: «Ah comment, faire le métier de digital nomade?» Non, en fait, en réalité, c'est un style de vie, un mode de vie. Alors comment ça se définit? Bon, c'est assez propre à chacun, mais concrètement, c'est une personne qui voyage tout en travaillant. Pour moi, c'est comme ça que je le dis et je le définis. Alors c'est un terme qui est anglophone, en français, ça serait un nomade numérique. Voilà, si on le traduisait, mot à mot. Donc vraiment, voilà, quelqu'un qui voyage, qui, est équipé d'un ordinateur pour pouvoir travailler, quoique il y en a certains qui travaillent depuis leur téléphone, et il y a des éléments essentiels qui, lui permettent d'être, comment dire? Efficace dans son travail. C'est, donc du matériel tech, une connexion Wi-Fi, on reviendra dessus, je pense, un peu plus tard et bien entendu, des logements et comment dire? Des commodités qui sont adaptées à ce style de vie parce que, bien entendu, c'est pas du backpacking, c'est pas des vacances, c'est un entre 2. Donc ça demande quand même, des certaines spécificités, on va dire. OK, super. Ouais, donc tu parlais de ces spécificités, toi, quelle est la part, tu vois, c'est intéressant que peut-être moi je me projette ou je c'est un mode de vie que je trouve génial, mais je trouve qu'il faut être très rigoureux et je sais que tu l'es parce que j'ai regardé pas mal de tes vidéos pour faire cette interview et je sais que on a souvent des clichés, malvenus sur les digital nomades en se disant: «Mais en fait, ils ont la vie de rêve, ils font pas beaucoup de travail et puis, bah, ils postent des vidéos comme ça et derrière, je sais, en essayant de faire des vidéos, que c'est beaucoup de travail. Je sais aussi que toi, tu as une rigueur, sportive et je trouve que c'est important dans sa vie d'avoir, et bien, voilà, du sport qu'on fait au quotidien. Donc quelle est ta part, si je puis dire, de travail, vs loisir? Et j'inclurais même le sport dans le travail, Dim, parce que pour moi, je fais aussi pas mal de sport et pour moi, c'est un travail de dire, bah, chaque jour, je vais le faire et tu vois, c'est un équilibre de vie donc je l'inclus presque dans le travail parce que ça va nous favoriser, enfin, tu vois, ça va favoriser la créativité et puis le fait de se sentir bien dans sa peau et de vouloir aller de l'avant. Alors que quand on est des fois un peu stagnant ou qu'on fait pas beaucoup d'activité physique, on a plutôt tendance à se reposer sur ses lauriers, à être casanier. Donc quelle est cette part, toi, travail, loisir, à proprement parler? Ouais, bien sûr. En gros, ça, c'est cette part de travail loisir, elle est vraiment propre à chacun. Moi, c'est vrai que dans l'âme, je suis quelqu'un quand même qui travaille beaucoup quand il fait quelque chose qui est, passionnel. Donc bien entendu, quand j'ai commencé à être digital nomade, j'étais, social media manager. Donc j'avais créé ma micro-entreprise à l'époque en France pour justement, bah, travailler à mon compte. C'était en période j'ai lancé ça en période, de pré-covid, juste avant en fait. Bien entendu, le confinement, tout ça, c'est arrivé, ça a un peu ralenti l'activité, mais quand ça allait un peu mieux, bon, j'ai réussi à avoir 2, 3, 4, 5 clients et j'ai compris que, je pouvais voler de mes propres ailes. D'autant plus que j'étais pas super heureux dans la vie, que je menais avant, dans une entreprise à Lyon. Dim? Quand je me sentais un petit peu Est-ce que bloqué. tu peux nous dire Ouais, je t'en prie. ce qu'est social media manager? Désolé, Ouais, bien sûr. Ouais, mais très bien. Très concrètement, c'est, une personne qui gère la stratégie derrière les réseaux sociaux pour d'autres clients. Voilà. Donc, publication. exemple très court. Ouais, voilà, exemple très simple. Un client me dit: «Bah, voilà, nous, on a plusieurs choses qu'on aimerait communiquer. On ne sait pas de quelle manière on communique. On ne sait pas quels réseaux sociaux on utilise. Est-ce qu'on fait un petit peu de pub ou pas ou on reste qu'en organique?» Moi, je gère tout ça. Super et donc ouais, pas heureux à Lyon et tu te dis changement? Ouais, je me suis dit, changement donc
Bon, à l'époque, c'était un peu compliqué de voyager, donc il y a un pays, vers lequel je me suis tourné, c'était le Mexique. J'y suis resté quasiment 6 mois. J'ai fait beaucoup de villes au Mexique et d'ailleurs, on pourra revenir sur ce point-là parce que c'est vrai que j'ai fait 15 villes en un peu moins de 6 mois, ce qui est beaucoup, ce qui m'a fait réaliser que digital nomade, c'est pas, changer de ville, toutes les semaines parce que c'est un peu éprouvant. Mais voilà, on apprend de ses erreurs et après par la suite, j'ai pas mal quand même voyagé en Europe et ça fait un peu plus de 2 ans que maintenant je voyage beaucoup en Asie du Sud-Est. Du coup, je me suis éparpillé parce qu'au final, ta question de base, c'était le travail, les loisirs et cetera. Alors j'estime, travailler quand même beaucoup, mais de par, ce que j'arrive à avoir ici, le mode de vie que j'arrive à avoir, j'ai quand même une part où je vais pouvoir prendre soin de moi. Je pense que l'idéal, c'est déjà que je te définisse peut-être la journée type. Au moins, tu comprendras un petit peu, en quoi ça consiste parce que mes journées se ressemblent quasiment toutes. Il faudrait savoir que je travaille parfois 7 sur 7, heu, pas de dimanche où j'ai pas de tu vois, les week-ends pour moi, c'est comme des jours de la semaine. Le but, c'est que j'ai réussi à, heu, modeler en gros mes journées de manière à ce que je sois jamais en burn-out parce que des fois ça arrive, on fait une journée complète de travail et on n'en peut plus et on n'a juste pas du tout envie de travailler le lendemain. Moi, j'ai trouvé un peu un intermédiaire, un entre-deux où j'ai du temps pour faire du sport, j'ai du temps pour voilà, je sais pas, ça peut être m'étirer le matin, faire des trucs un petit peu comme ça, prendre le temps de manger le midi et je vais faire des sessions de boulot l'après-midi. Donc en gros, une journée, comment elle s'organise? La plupart du temps, en tout cas, c'est le cas, en Asie, souvent je me réveille avec le soleil, donc vers 6:30, 7:00, je suis debout. J'ai une petite routine matinale, je prends le temps de m'étirer, je prends le temps, de me faire un petit déj, tu vois? Ça, c'est vraiment des choses qui sont importantes et souvent ce que je fais, je vais, marcher pendant 30 minutes. Si le lieu dans lequel je suis me permet de marcher, ce qui n'est pas forcément toujours le cas en Asie, ça, c'est un point important. En tout cas, à Bali, j'ai de la chance, j'ai la mer qui est pas loin et je peux marcher. Hem, Suite à ça, je m'arrête souvent dans un café parce que là, pareil, il y a plein de cafés, donc ça fait toujours plaisir d'en tester un nouveau chaque matin. Là, ça nous ramène à peu près à 9:00. À 9:00, je vais ensuite à la salle de sport. Je me fais 1 heure de sport, pas plus, pas moins, c'est en principe ce qui me va bien et quand je reviens vers 10:30, ce que je fais, c'est que je me commande à manger ou je m'arrête prendre à manger quelque part et si le temps le permet, ce qui est, le cas dans 90 du temps, je profite un petit peu de la piscine, tu vois? Donc au final, la première partie de ma journée, elle est vraiment consacrée à mon bien-être. Je fais du sport, je profite un petit peu de la vie, donc en fait, je commence ma journée de la meilleure des manières, j'ai envie de dire. Ensuite, quand il est à peu près 13:00, ça bascule sur, ce que j'appelle le work mode, tu vois? Ah, ça Vraiment dans charme. le flow de là, ça charbonne, là, on n'a plus le choix. Donc souvent, je fais des longues sessions sans interruption, quasiment sans interruption. Donc ça peut être du, 13:00-18:00, 13:00-19:00, tu vois? Où je vais juste prendre une pause de 30 minutes pour manger un bout. Et honnêtement, j'arrive à être très productif, là où je pensais que j'étais pas du tout productif, l'après-midi à l'époque où je travaillais, en entreprise, tu vois? Donc j'arrive vraiment à bien travailler. Alors je loupe souvent les couchers de soleil, c'est vrai, coupable, mais au moins j'ai des bonnes sessions l'après-midi et quand, je me rapproche des 18-19:00, j'ai souvent accompli pas mal de tâches, sachant que maintenant mes tâches, ça peut être aussi d'aller filmer une vidéo, tu vois? Hem donc c'est plus comme avant où je suis forcément toujours devant un ordinateur et le soir venu, bon, ben, je profite en principe, soit je vais retrouver des collègues pour, manger un bout dehors, faire une petite partie de billard ou de fléchettes, ou alors je reste chez moi, je commande à manger, Netflix et j'essaie d'avoir un cycle de sommeil qui est très régulier donc en principe, déjà j'ai pas le droit d'utiliser mon téléphone au-delà de 22:00, je me le suis juré et je m'y tiens et en principe, je m'endors, ouais, à 22:30, 23:00 max, donc ouais, 8 heures de sommeil par nuit, ça, c'est quelque chose d'impératif pour moi. Mais vous Voilà la journée type, quoi. Ouais, mais magnifique et tu l'as dépeinte, on voit très bien, comment et en plus, en regardant tes vidéos, tu l'expliques, donc je découvre pas, c'est très intéressant, de l'avoir et vous n'imaginez pas cette rigueur qu'il y a, derrière ce garçon? Parce que là, en fait, ce que tu dis, c'est que ça peut vite enfin, on est humain, donc tu peux vite déborder sur une matinée, tu vois, détente ou l'après-midi, tu te dis: «Ouais, mais là, aujourd'hui, j'ai pas finalement envie, de bosser» ou et donc, il faut avoir la rigueur et tu l'as dit, c'est 7 jours sur 7 quoi, donc même le dimanche, ben, tu repars sur une après-midi où tu travailles alors que j'imagine qu'en plus tu es tenté, étant à Bali, de pouvoir faire des activités annexes et cetera. D'ailleurs, en faisant cette interview, j'ai regardé des vidéos et de gens qui disaient: «Bah, Bali, ça me correspond pas parce que je suis trop tenté par aller, faire des activités à côté». Donc vous n'imaginez pas la rigueur, je pense, qu'il y a derrière Dim et puis quand Dim nous dit, parfois c'est faire une vidéo, alors on peut se dire: «Oui, bah, c'est juste une caméra qu'on prend
et qu'on vient, c'est faux parce qu'il y a derrière les vidéos de Dim, toute une réflexion, donc il y a un script, il y a je pense, des moments où tu dois faire attention à la luminosité, le son et il y a un aspect technique. Complètement. Donc voilà, donc enfin, je tiens à expliquer, enfin ou à montrer l'envers du décor. C'est enfin, je pense qu'il y a une certaine rigueur derrière tout ça et alors est-ce que tu es accompagné sur tout ça? Peut-être sur la le montage vidéo ou tu fais tout en artisanal, tout, toi-même? Alors concernant la chaîne YouTube, à 90 c'est moi qui gère tout. La seule, chose que je ne gère pas pour l'instant, c'est, les thumbnails, donc tout ce qui est miniature, que je faisais à l'époque, hein, que je faisais, mais voilà, je me suis dit: «Il faut que je passe un cap», et je perdais trop de temps, même si je sais faire des trucs en graphisme, je sentais que j'avais mes limites et que j'y passais trop de temps, donc il y a un moment, c'est important de déléguer. Et parfois certains formats courts, on me les a découpés aussi, même si pour l'instant je suis encore très limité sur les formats courts parce que j'ai pas trop le temps, mais j'en ai pas mal en stock. Il faudrait que je publie un jour, mais voilà, c'est parfois je prends un monteur pour ça. D'accord. Mais les vidéos principales de la chaîne, c'est, c'est tout par moi. C'est tout par toi, ouais, uniquement les miniatures. Ben, on va rentrer dans le vif du sujet et ce que tu fais de mieux avec ta chaîne YouTube, c'est de parler, de destination. Donc là, on a Vietnam, Thaïlande et Bali et en fait, sur chaque, destination, on va voir quel est, le plus, judicieux ou quelle est la meilleure destination selon différentes catégories. Par exemple, on va parler d'entrepreneuriat. Donc là, tu vois, moi, je suis c'est un peu mon mode en ce moment, c'est vraiment de développer quelque chose avec The French Boat et donc je me dis: «Quel est l'endroit qui est, le plus adapté à entreprendre?» Mais alors je te parle d'une ambition quand même entrepreneuriale, c'est-à-dire faire du réseau, développer, son entreprise, développer son chiffre d'affaires, avoir des clients, peut-être embaucher, alors pas forcément, mais en tout cas parce que tu en es la preuve, on peut en vivre aussi en solopreneur. On a le Vietnam, la Thaïlande et Bali. On peut ajouter Dubaï entre parenthèses, mais peut-être commençons par le Vietnam, si tu devais le classer de 1 à 10, sur le côté entrepreneur? À vrai dire, le Vietnam, c'est je pense le pays le moins développé par rapport aux entrepreneurs à ce jour. Ça veut pas dire que c'est pas bien, mais, en termes de réseau, c'est-à-dire que si tu veux lancer un business, bien t'entourer, rencontrer des personnes qui sont, intéressantes, qui vont te tirer vers le haut, je pense que le Vietnam des pays que tu viens de citer, il est tout en bas de la liste. D'accord, Donc je dirais un 6/10, tu vois? OK. Parce que ça m'a quand même permis de rencontrer quelques personnes intéressantes, notamment du côté de Da Nang, qui est une ville qui explose, au Vietnam en ce moment. Il y a beaucoup de digital nomades, beaucoup de gens qui cherchent à s'expatrier, voilà, des entrepreneurs, mais incomparable par rapport aux autres pays que tu as cités OK. juste avant. Cependant, le Vietnam, en ce moment, c'est un pays qui explose. C'est le pays avec le PIB le plus élevé, de ses pays voisins. Donc il y a un vrai boom. Il y a des visas qui devraient arriver sous 2 ans, qui est parce que pour l'instant, il y a un vrai problème de visa au Vietnam, on est trop limité de ce côté-là. Donc je pense que, tu vois, si tu me posais la question dans 3 4 ans, peut-être que j'aurais changé d'avis. Pour l'instant, c'est pas encore trop ça. Il y a encore une marge de progression. Thaïlande, un peu mieux, si on doit faire dans l'ordre? Thaïlande, réellement mieux selon les villes. Bangkok est un très bon hub pour les entrepreneurs. Il y a notamment énormément d'e-commerçants francophones à Bangkok. Hem, donc c'est une ville qui est très dynamique, où tu peux facilement, rencontrer voilà, des entrepreneurs. Il y a également Chiang Mai qui est connu. Alors, j'ai envie de dire qu'à Chiang Mai, c'est beaucoup moins de gens de l'e-com et beaucoup plus de freelancers. Voilà, il y a une vraie, âme de freelancer du côté de Chiang Mai. En plus, c'est une ville où on vit pour vraiment pas cher. Donc ça peut être, tu sais, un bon starter comme pour Ouais. les gens qui cherchent une 1re destination, sans non plus se ruiner. Donc c'est un bon compromis. Après bien entendu, tu as toujours d'autres villes qui peuvent être intéressants, hein, mine de rien. Phuket, Pattaya, c'est des endroits où tu peux trouver des digital nomades, des entrepreneurs, voire même certaines, îles comme Koh Samui ou Koh Phangan. Donc ouais, généralement, j'ai envie de dire, si je reviens sur les systèmes de notation, je dirais 8/10 sur la Thaïlande. C'est OK. c'est quand même très intéressant. Incroyable et d'accord. Ah ouais, déjà 8 sur, on est super élevé, je je m'attends sur la suite, Bali, qu'est-ce que tu en penses? Bah, tu y es, tu y habites, tu as une résidence, Ouais. sur place? Alors Bali qui du coup, fait partie de l'Indonésie, c'est important de le Mmh. préciser, mais c'est vrai que une culture qui est à part. Maintenant que j'ai fait, d'autres îles voisines comme, les îles Gili ou Lombok, il y a i c'est une atmosphère complètement différente à Bali.
C'est pas la même culture et en termes de tourisme, bah, c'est immense, hein. Faut savoir qu'à Bali, 70 du PIB, c'est le tourisme. Donc littéralement, tu enlèves le tourisme, Bali, disparaît. Donc ici, en fait, le gros avantage que tu as en gros un épicentre qui se trouve du côté de Canggu où il y a une, multitude, mais vraiment c'est impressionnant, il suffit de se balader dans la rue pour s'en rendre compte ou aller dans un café, de digital nomades, d'expatriés et réellement de gens qui se sont expatriés sur le long terme ici, hein, qui vivent vraiment sur le long terme. Voilà, il y a vraiment je sais pas comment l'expliquer, mais c'est vraiment impressionnant. Il suffit juste le matin d'aller dans un café, tu verras tout le monde sur son ordinateur, tu vois? Il y a vraiment, il se passe quelque chose ici qui est assez incroyable et ce qui est encore plus fou, c'est que la communauté francophone, du côté de Canggu est vraiment impressionnante. C'est-à-dire que tu as même des groupes WhatsApp, des groupes d'échange pour entreprendre, pour recruter, pour échanger, pour des after work et ça, je te parle vraiment d'une communauté francophone, en plus de la communauté internationale qui est encore plus folle, tu vois? Donc, du côté de Canggu à Bali, pour moi et c'est pas uniquement moi qui le dis, je pense que là, on est à quasiment à 9,5 sur 10, tu vois? C'est vraiment, c'est très impressionnant en plus de tous les espaces de coworking dans lesquels tu peux travailler, et les gens en fait, voilà, ça, c'est un point qui est important et je pense que quand tu f on fera le point avec Dubaï, ça sort un enfin, c'est important de le préciser, de le mentionner. C'est qu'en fait, les gens sont accessibles ici. Ils sont très accessibles, et à Bali, tu as ce mix entre freelancer, entrepreneur et créateur de contenu. OK, Tout est mixé, d'accord. et les gens sont vraiment accessibles, ce qui est assez impressionnant. Tu peux vraiment, croiser une personne qui a 1 million d'abonnés sur Instagram et venir, le enfin voilà, lui parler et il te répondra sans problème, quoi. Il y OK. a vraiment cette proximité. Ouais, on a une partie acculturation et j'ai ça fait partie d'une catégorie, d'accord. Acculturation assez forte, c'est pour ça que tu le places là-haut et donc Dubaï, j'imagine peut-être un petit peu moins parce qu'il y a cette acculturation en tout cas. Donc Dubaï, question entrepreneuriat, business, et qu'est-ce que tu et on peut mettre de côté, mettons de côté, le côté, us et coutumes quoi. Juste se dire: «Bah, je suis là vraiment pour, mettre la tête dans le guidon et faire quelque chose de grand, de fort, sur le business». Tu le classes comment Dubaï? Est-ce que c'est surcoté, sous-coté? Non, non, je dirais pas que c'est sous-coté. En fait, je pense que Dubaï, ça représente uniquement les très gros entrepreneurs, ceux qui ont, en fait, déjà réussi. Parce qu'aller à Dubaï quand tu as pas encore réussi et que tu as encore trop limite niveau, financier, je pense que tu vas être déçu. Tandis que quand tu fais réellement de l'argent, c'est pour moi une destination qui te tire vers le haut parce que, voilà, tu vas croiser beaucoup, de personnes, qui ont des profils similaires, donc ça te tire vers le haut automatiquement, en plus de ce que la ville a à offrir, de tous les services et cetera. Après, le bémol de Dubaï, c'est que, ben, parfois, il y a une mauvaise réputation. C'est vrai il y a cette réputation de scammer et il y a pas si longtemps que ça encore, tu vois, j'ai rencontré un couple, d'e-commerçants qui vivent, plusieurs mois dans l'année à Dubaï et qui eux-mêmes ont dit qu'ils se sont fait, scammer, arnaquer, par de ceux qu'ils considéraient être des amis. Donc il y a vraiment un problème avec ça à Dubaï et voilà quoi, il y a cette mauvaise réputation et c'est vrai qu'il y a des gens qui supportent pas trop ça. En plus du fait que tu vives quand même dans le désert, donc ça c'est important de le mentionner. Il faut aimer le désert, voilà, la seule distraction, c'est aller au beach club ou dans un mall. Donc c'est un petit peu limité, tu es peut-être un peu moins proche, de la culture de du pays donc voilà. Et de la nature. Enfin, parce que on a beau dire on est dans le désert, quand il fait 30-40 degrés l'après-midi, bon, le footing le matin, ouais, tu le fais très tôt le matin. Enfin la marche, de 30 minutes, c'est très tôt le matin, quoi et pas La nuit, ouais, ouais, donc OK, ben merci beaucoup. Alors on va rentrer, on va mettre les 2 pieds dans le plat, le budget. Donc sur ces 3 destinations qui sont Vietnam, Thaïlande, l'Indonésie avec Bali, on va prendre Bali en exemple et puis Dubaï. Là, si tu bah, on peut les classer par ordre croissant. Le moins cher, vs le plus cher ou plutôt l'inverse, tiens, le plus cher vs le moins cher. plus cher automatiquement, Dubaï. Bon ça je pense que tout le monde le sait. Bien que tu peux trouver des logements, à l'année qui à des prix intéressants, mais voilà, c'est la problématique de Dubaï, c'est que, il vaut mieux louer à l'année pour avoir des prix, qui sont, voilà, intéressants, sinon c'est vite compliqué et d'ailleurs, autre problème de Dubaï, c'est que si tu loues à l'année, la plupart du temps, il faut payer, tous tes mois à l'avance, tu vois? Donc il y a beau voilà, ça fonctionne beaucoup comme ça à Dubaï, ce qui représente beaucoup d'argent à mettre, voilà, sur le tapis dès le départ, donc pas évident. Honnêtement, si je devais, t'indiquer un montant mensuel à gagner pour vivre correctement, je ne veux pas dire confortablement, je veux dire correctement à Dubaï, je pense qu'en dessous de 5 000 € par mois, ça sert à rien.
Ou alors on vit une vie qui est un petit décevante ou limitée et en soi, quand on voyage et qu'on va ailleurs, c'est pas pour avoir une vie qui est limitée. En principe, c'est pour gagner en confort de vie. Donc voilà, c'est un peu la problématique de Dubaï qui est vraiment la destination la plus chère. Ensuite, tu veux que je t'indique la moins chère? Non, pardon, par ordre classant, bah, juste en dessous du bord en dessous de Dubaï, quel serait, Alors, en fait, pour la Thaïlande, ça dépend de la ville dans laquelle tu es, parce que le nord de la Thaïlande est relativement abordable, là où le sud et surtout les îles sont, assez chères. Donc on peut le mettre juste après parce que voilà, ces différences de prix, si tu vas par exemple à Phuket et que tu veux vivre près de la plage, honnêtement, pour vivre correctement, déjà ton loyer, il te coûtera facile 1 200-1 300 € dans un condo, waouh! si c'est la haute saison, voilà, si tu veux un T2, c'est ce que ça te coûte. Enfin voilà, c'est le prix. Mmh. Après bien entendu, moi j'avais pris par exemple quand j'étais à Phuket un logement dans le centre, de l'île et je le payais uniquement 550 € par mois, tu vois? Mais je devais faire 20 minutes de route pour aller à la plage. Donc ça dépend, ce que tu veux au quotidien. Hem, donc voilà, Phuket, c'est par exemple une destination très chère. Tu as Koh Phangan qui est magnifique aussi, mais les loyers sont aussi très, très chers parce que là-bas, souvent, il va falloir louer un bungalow. Enfin, il y a pas vraiment de condo, donc de petits studios, de petits T2. Donc c'est plutôt le type un bungalow si tu peux te sentir assez tranquille et là, même chose, tu vois? Ça va être du 1 000 € par mois, en haute saison, si ce n'est plus. Heu et même la vie sur place est un peu plus chère. Un pad thaï, tu vas le payer, dans le restaurant local 2 €, 2,50 €, là où à Chiang Mai, ça m'est arrivé de les payer 30 centimes. Donc il y a une réelle différence, selon les villes. Si tu vas à Bangkok, si tu vas à Chiang Mai, tu peux t'en sortir pour, 1 200-1 300 € par mois. Alors Bangkok, c'est contrasté. Bangkok, tu peux vivre une vie de millionnaire, pardon, tout comme tu peux vivre une vie, tout à fait, honnête pour 1 400-1 500 € par mois, et bien vivre, hein. Attention, hein, tu as des jolis condos, dans des barres d'immeubles incroyables, hein. Mais, est-ce que tu tomberas dans ce qu'on appelle le Bangkok syndrome, c'est-à-dire la frénésie et la folie de Bangkok ou pas, quoi? Et il y a beaucoup de j'en ai entendu parler, hein, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui viennent à Bangkok en se disant: «Je vais faire exploser mon business» et tout ce qu'il faut exploser, c'est leur compte en banque et au final, au bout de 3 mois, ils rentrent en France. Ça existe réellement, il y a OK, vraiment un problème là-dessus. d'accord, d'accord, d'accord. Voilà, donc je pense qu'il faut mettre la Thaïlande en 2e, voilà, par, cette, fourchette de prix. Ensuite, je mettrais Bali. D'accord. Hem, pour revenir sur l'exemple de Canggu, tu peux trouver une guest house, donc un logement dans ce qu'on appellerait une maison d'hôte en français. C'est un peu ce que j'ai là, hein, tu vois? C'est un petit studio. Ça te coûte 500-600 € le mois, donc c'est relativement abordable. Le service ménage, tout ça, c'est inclus. La plupart du temps, ça, c'est très baliné. Tu payes jamais en plus. Et après sur le mode de vie, enfin tes consommations de manière générale, la nourriture elle est très abordable. La nourriture occidentale est très abordable à Bali. Tu peux te faire livrer vraiment, une pizza pour 4 €, ça c'est tu peux aussi consommer enfin aller dans un resto et payer une pizza à 12 €, hein, mais c'est réellement possible de manger pour pas cher et surtout de manger bien. Tu as plein d'options pour, les sportifs, tu as plein d'options pour les véganes, tu as plein d'options pour les végétariens, tu vois? Tu as vraiment une panoplie, d'options qui fait que, si les gens restent ici sur le long terme, en fait, c'est pour une raison simple, c'est trop de choix. Même chose pour les clubs de sport ou peu importe les activités sportives de manière générale. Tu sais ici les clubs de sport, ils te proposent aussi un recovery center, tu vas retrouver un sauna, le bain glacé, tu vas retrouver des cours de padel juste à côté. Enfin, il y a vraiment un cadre de vie qui est assez incroyable. Alors, tu peux vivre, je dirais moi, il faut mensuellement entre 1 500 et 1 700 € par mois, en étant un minimum raisonnable. Parce qu'à Bali, en fait, tu peux tomber dans cette frénésie où tous les jours, tu as envie de tester une nouvelle activité. Donc il y en a, je les connais, hein. Le lundi soir, ils ont padel, le mardi, ils vont au jiu-jitsu, le mercredi, ils vont à la gym, le vendredi tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, En fait, ça s'arrête jamais. ouais. Ça s'arrête jamais. Donc attention aux dépenses de ce côté-là parce que ça peut vite partir en sucette. Mais voilà, on peut vivre pour pas très cher à Bali, c'est toujours possible et en vrai les prix, ils ont un peu augmenté sur les logements, mais je trouve que sur la nourriture, ça reste hyper abordable et c'est dur de faire plus compétitif que Bali. Ensuite en dernier, on a le Vietnam qui est, un pays tellement abordable. Honnêtement, là, même à 1 000 € par mois, tu peux vivre sans problème. Même dans des villes, enfin relativement développées comme Da Nang, comme Nha Trang un peu plus au sud, il y a aucun problème. Les grandes villes, ça reste jouable aussi, hein, Saigon, Hanoï, même si c'est pas forcément des lieux que je recommanderais, pour entreprendre. Mais voilà, Da Nang, c'est le meilleur exemple ou Hoi An qui est juste à 45 minutes de Da Nang qui est un peu plus nature avec des rizières.
Ouais, là, tu peux te trouver un logement pour du 300-400 € par mois, c'est tout à fait possible, hein. Si tu passes en direct, c'est vraiment pas cher. Tu peux manger local pour, 1 €. Tu peux aussi aller au restaurant, si tu veux te faire un italien, ça va te coûter 3-4 € le plat. Donc il y a plein de choses qui sont très abordables. L'abonnement à la salle de sport, c'est 25 € le mois. Tu vois, tu as plein de trucs intéressants. Alors c'est moins bling bling qu'à Bali ou dans certaines villes en Thaïlande, où tu as vraiment des services incroyables. C'est un peu plus simple, mais du coup, tu es pas tenté pour surconsommer. Et je pense que c'est d'ailleurs une très bonne destination aussi, comme Chiang Mai, tu vois? Si on compare Chiang Mai et Da Nang, c'est une bonne destination pour ceux qui veulent se lancer et qui sont un peu ric-rac niveau budget. OK, super. Mais enfin, tu as vraiment une connaissance incroyable de tous ces lieux. On voit que tu as passé du temps, on voit que tu as étudié tout ça et d'ailleurs tu as des vidéos. Encore une fois, je vous invite à aller voir, sur la chaîne, de Dim, donc Dim Abroad, Abroad, parce que, bah, tout simplement, il va vous faire des vidéos quel budget pour vivre à Bali et mais moi, pour avoir regardé ce genre de contenu, où tu sors vraiment avec et bien, des réalités et puis, Dim nous prend son exemple avec une vie, bah, voilà, qu'il estime comme aisée et bon, voilà, il nous décrit un petit peu sa vie et il nous dit les postes de dépenses, de sa vie et pas que. Il explique aussi, bah, si tu pas besoin d'avoir autant de place ou si tu veux pas être aussi bien situé, et bien, tu peux prendre moins cher. Donc, vraiment, je vous invite à regarder ces vidéos si vous êtes intéressé sur le sujet. On va passer sur l'acculturation. Tu vois, comme un pays où, ouais, ça va être dur en tant que Français, en tant qu'occidental, de s'intégrer. Je pense par exemple à Dubaï, où moi, tu vois, je pourrais y aller vraiment en tant que business et me dire: «Bah, je vraiment, je fais exploser, le chiffre d'affaires et j'essaie de vraiment de passer 7 jours sur 7 à travailler uniquement». Mais j'aurais beaucoup de mal, à m'acculturer à l'aspect, m'as-tu vu? C'est-à-dire, voilà, les grosses voitures et cetera et à l'aspect nature ou l'acculturation aussi, mon mode de vie où moi aujourd'hui je suis en Bourgogne, tu vois? Facilement je peux être en forêt, je peux aller courir en forêt, je vais avoir des vignes, des paysages sublimes, des vieux villages avec des pierres apparentes, des rues pavées, enfin des églises, c'est magnifique et là j'aurais un petit peu plus de mal je pense avec la pollution, le cadre de vie et l'état d'esprit des gens de manière générale. Donc sur l'acculturation, est-ce que tu peux nous peut-être nous dire de manière générale quels seraient ceux qui seront les plus faciles, pour s'habituer aux us et coutumes, locales? Ouais, et ben, la plus facile, c'est simple, hein, c'est du côté de Bali. Parce qu'à Bali, c'est là où tu seras le mieux reçu par les locaux. Déjà, à noter, ils font l'effort, même si c'est pas parfait, de parler anglais. Là où dans d'autres pays, en fait, ils sont vraiment très limités. Alors, ça peut être lié à l'éducation, hein, c'est vrai, il faut pas non plus pointer du doigt tout le monde. Mais tu sens qu'à Bali, il y a vraiment cet objectif de parler anglais, aux touristes ou voilà, aux digital nomades qui viennent ici. C'est très simple de sortir, par exemple, aussi avec, un balinais. Voilà, si tu veux faire une soirée ou quoi et qu'il dit: «Ouais, je vais aller là», réellement, tu l'invites, il viendra. Il sera heureux de venir. Donc ça, c'est tout à fait possible. Et en fait, je trouve que la culture, elle t'accepte vite, tu sais? Tu te sens vite, voilà, c'est une culture qui est très différente. Tout le monde est très souriant, tout le monde te dit bonjour. Enfin, après ça, c'est l'Asie de manière générale, mais à Bali, c'est très marqué. Donc c'est assez, incroyable de ce côté-là et on n'est pas trop, tu sais, dans le m'as-tu vu? Ici, on est assez, nature peinture, on peut dire. C'est les gens sont détentes, ils se prennent pas trop la tête. Tu arrives au café le matin, la moitié des gens, ils sont torse nu, tu vois? C'est vraiment ce mood où on se prend pas la tête, on est tranquille et on vit, sur une île, tu vois? Ça, je trouve que c'est resté quand même dans l'ADN, même si c'est vrai qu'il y a certains coins de Canggu où ça fait un peu fake, un peu factice. Je trouve que l'ADN quand même de Bali, on voit que voilà, c'est une île et les gens se comportent, comme tels, tu vois? Donc voilà. Ensuite, Vietnam, pour faire la comparaison, il y a une vraie barrière de la langue. Heu, les Vietnamiens ne parlent pas du tout anglais, enfin, c'est rare. Automatiquement, ça les rend pas méchants, mais c'est très compliqué, hem, d'avoir, voilà, des relations avec des Vietnamiens. Bah, voilà, pour avoir déjà fait un resto à base de Google Trad, c'était, en fait, tu le fais une fois et après tu te dis: Je peux pas je peux pas refaire ça», tu vois? Ça n'a aucun sens. Donc il y a vraiment, c'est très limité de ce côté-là. Pour autant, c'est une culture qui est assez accessible.
Je trouve qu'il fait vraiment bon vivre au Vietnam. Après, il y a une réelle différence et ça, j'insiste, dessus, entre les grandes villes et les villes, proches de la mer. Voilà, moi, j'ai vu, une différence flagrante entre Hanoï et Saigon face à, des villes comme, Hoi An ou Da Nang. C'est-à-dire que je trouve les Vietnamiens pas forcément super accueillants et gentils, à Hanoï ou Saigon et je suis pas le seul à le penser, hein, ça c'est réel. Mais par contre, tu vois, à Da Nang, à Hoi An, je trouve les gens hyper souriants, hyper agréable, assez friendly donc là-dessus, pas trop de problèmes. Mais voilà, une vraie barrière de la langue et ça, il faut y faire attention. Ensuite, on a la Thaïlande. Alors, la Thaïlande, il y a quand même une barrière de la langue, contrairement à ce que vous pourriez, penser. Ce qui me surprendra toujours parce que je pense que c'est un des pays les plus, touristiques de la région, et je trouve qu'ils parlent, même les jeunes, super mal anglais, heu et ça m'a toujours étonné. Après c'est pas une mauvaise critique, mais voilà, c'est vrai que ça peut surprendre dans un pays où tu vois autant de touristes que ça parle aussi peu anglais, tu vois? Là où à Bali, ils se sont direct dit: «Il faut qu'on parle anglais». Parce que c'est compliqué. Alors je sais très bien qu'il y a des gens, ils peuvent dire: «Tu as qu'à apprendre le thaï». Le thaï, c'est une langue très compliquée à apprendre. C'est pas le même alphabet donc ouais, ça se fait pas comme ça, quoi. Après, les Thaïs, bah, voilà, c'est le pays du la Thaïlande, c'est le pays du sourire. Ils sont très sympas, très accueillants, mais j'ai vraiment cette impression et je suis pas le seul à l'avoir où en Thaïlande, le touriste restera toujours un touriste. Là où, par exemple, à Bali, pas forcément, tu vois? Voilà. Mais en Thaïlande, le touriste restera, toujours un touriste. Ils ont On un nom? l'appelle, le Limite, touriste réel. non, il y a un nom, parce qu'il y a un célèbre youtubeur, je ne sais plus comment il s'appelle, mais ils ont un nom, non, pour l'étranger? Le Phalang. Ouais, ouais, bah, voilà, quand tu es un Phalang, bah, voilà, tu restes un Phalang. C'est un peu, c'est un peu la problématique, de la Thaïlande. Après, ça reste un pays où moi, à chaque fois j'y vais, je suis hyper heureux. D'ailleurs, j'y retourne en décembre et j'ai hâte, tu vois? J'aime beaucoup les Thaïs, je les trouve, ils respirent la comment on appelle ça? La joie de vivre. Hem, c'est un pays, en plus, qui est super développé, tu vois? Contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc tu vois, tu te sens bien, il y a des grandes routes. C'est quand même assez moderne donc ouais, de ce côté-là, c'est cool, mais voilà, il y a un petit peu c'est un peu limité de niveau anglais contrairement à ce qu'on pourrait penser et enfin, Dubaï, bon, Dubaï de toute façon, c'est principalement des expats, hein. Tu sors avec des tu sors pas avec des c'est très dur de sortir avec, des locaux. Tu as déjà vu quelqu'un sortir avec un émirat? Enfin, c'est très, très dur à moins de peser très, très lourd, mais c'est les expats, les digital nomades qui vont à Dubaï, j'ai jamais vu une action où ils sortent avec des locaux. Après peut-être que je me trompe, mais ça me semble compliqué. La problématique de Dubaï, c'est qu'il y a vraiment ce m'as-tu vu que tu as décrit un petit peu plus tôt. Je vais te donner une anecdote qu'on m'a racontée. Voilà, c'est, un couple d'amis qui vivent à Dubaï et ils m'ont dit: «Bah, voilà, quand mon copain, il met pas sa Rolex, on le considère pas de la même manière, quand on rentre dans une boutique» et en fait, ça m'a permis de réaliser que moi, quand je suis allé à Dubaï, bon, tu le vois par mon look, moi, voilà, je mets pas vraiment de chemise manches longues et de pantalon retroussé, tout ça, parce que c'est pas mon style et que voilà et je sentais que je sais pas, je trouvais pas le service incroyable et c'était peut-être tout simplement lié à la façon à mon accoutrement. Voilà, on peut dire ça comme ça. Je l'ai ressenti, mais j'étais pas sûr et quand on m'a dit ça, je me suis dit: «OK, maintenant je comprends mieux», tu vois? Donc il y a réellement en fait, une question de style, une question de prétention ou de look. Les gens te jugent par rapport à l'image que tu reflètes à Dubaï et il y a un vrai truc par rapport à ça. Il y a des codes, ouais, des codes sociaux qui sont un peu. Il y a réellement des codes. Ouais, en fait, tu joues avec des codes. On peut pas leur en vouloir. C'est juste, ils sont dans un jeu qui est différent peut-être de celui que toi tu as établi au fil de tes années, qui est, bah, moi, mes codes et mes références en termes de cadre de vie, c'est comment je vais être heureux ou enfin voilà et après ça va être plus des codes business où c'est vrai que, bah, quelqu'un qui va être habillé de telle manière ou qui va arriver avec telle voiture, qui va vivre dans tel quartier peut-être, bah, si ça va être en fait bien mis en avant par rapport à d'autres pays où ça va être autre chose peut-être, la valeur va être sur autre chose. Et ben, merci pour tout, je crois qu'on a tout fait. On a fait ouais Vietnam, Thaïlande, Bali et Dubaï, par rapport à tout ça. Tu autre chose sur la partie acculturation ou? Non, 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 ça me paraît complet. Santé, sécurité, Dim, sur toutes ces destinations? Mmh, alors on reprend les 4. Oui, oui, après tu peux En faire plus rapidement, hein, si, Alors déjà, je pense qu'il y a un point qui est important de débunker, c'est que c'est pas parce que vous êtes à l'étranger, dans un pays comme le Vietnam ou l'Indonésie qu'en fait, il y a pas de soins ou qu'il y a pas d'accès aux soins. C'est un peu une image qu'on a,
Je pense que c'est quelque chose d'assez européen de penser comme ça parce qu'on est persuadé que, quand tu voyages, tu vas dans le tiers-monde, ils savent pas se soigner, tu vois? La réalité, en fait, c'est juste qu'ils ont pas vraiment de soins publics, mais ils ont des soins privés. D'où l'importance d'avoir une assurance santé quand on voyage et cetera. Mais voilà, moi, je me suis fait soigner et j'ai fait plusieurs soins à droite à gauche, que ce soit Thaïlande, Vietnam, Indonésie. Honnêtement, je me suis jamais senti dans un endroit où ils savaient pas faire ou quoi. J'ai même été surpris, de la qualité des prestations que j'ai eues, tu vois? Hem, Honnêtement, en termes de classement, je dirais que sur la santé, Indonésie, Vietnam, ça se ressemble. C'est peut-être ceux qui sont les moins bons, mais ça veut pas dire que c'est horrible, attention. La Thaïlande, très bien. Dans des villes comme Bangkok, il y a énormément de soins que tu peux faire. Il y a plein de soins qui sont en lien avec, voilà, tout ce qui est dentaire, si tu veux te faire opérer des yeux, si tu vois, il y a plein de trucs comme ça où Bangkok, c'est vraiment là-haut. Donc en termes de chirurgie, tu vois, de manière générale, Bangkok, c'est vraiment très, très développé. Dubaï, je pense que ça reste tout devant parce qu'il me semble que, bah, de par, les salaires attrayants, ils ont dû réussir à amener énormément de très beaux profils, tout comme l'a fait Singapour. Donc voilà, tu vois, quand tu as beaucoup d'argent, quand un État a beaucoup d'argent, automatiquement, ils sont en capacité de ramener des médecins du monde entier et c'est littéralement ce qui s'est passé à Dubaï. Donc je pense que la santé à Dubaï est très, très bonne à condition enfin les soins du moins, à condition de payer et d'avoir le portefeuille, d'être bien couvert et c'est d'ailleurs pour ça que la plupart des assurances, santé voyage, elles excluent parfois Dubaï de leur liste, de couverture. Donc c'est pour ça aussi que ça me fait dire ça. Maintenant sur la partie sécurité, bon globalement sur ces 4 destinations, on est sur, tout est au vert on va dire, tu vois? Il y a pas de réel danger. Hem j'ai entendu parfois des histoires au Vietnam, de sacs à main volés, dans les grandes villes. À Saigon, une fille m'avait raconté, qu'elle connaissait une pote qui s'était fait, tu vois, tirer son sac à main comme ça. Après sur les villes côtières et cetera, je pense que c'est vraiment un cas très, très rare, enfin, c'est vraiment des cas rares. Heu, Globalement au Vietnam, pour te donner une idée, au tout début quand je suis arrivé, ça a été une de mes premières destinations, et une des premières où je conduisais un scooter. Bah, j'oubliais tout le temps la clé de mon scooter sous le scooter, tu vois? Et en fait, je me Pas corrigible. et na mais non et en fait, ce qui se passait souvent, c'est qu'il y avait un gardien qui prenait la clé, qui la mettait de côté ou le restaurant d'à côté et j'allais récupérer la clé dans le restaurant d'à côté ou tout simplement elle restait dessus, je la retrouvais le lendemain. Ça m'est vraiment arrivé, à de nombreuses reprises au Vietnam donc tu vois, c'est dire, on se sent pas non plus, tu sais, il y a aucune, tu sens pas Mmh. l'insécurité, tu vois? Je dirais juste que voilà, au Vietnam, faire un petit peu attention à ses biens, à ses affaires quand on est dans les grandes villes. Mais bon, ça, c'est un peu un syndrome de grande ville. En Thaïlande, franchement, la culture du vol, elle est je veux pas dire qu'elle est inexistante, mais elle est très, très faible. Il y a vraiment les gens volent pas en Thaïlande. En Thaïlande, c'est un des pays autre anecdote où une fois j'étais avec une amie et on est dans un café, elle me dit: «Viens, il faut qu'on aille voir la devanture du café, c'est incroyable». C'est vrai que le café était assez grand, tu vois? Et moi, en tant que bon Français, bah, je commence à plier le MacBook, le téléphone et tout. Elle me dit: «Mais tu fais quoi là?» Je dis: «Bah, tu dit qu'on allait devant». Elle me dit: «Mais laisse tout et laisse tes affaires» et c'est vrai qu'on est parti 30 minutes, et tu laisses tout en vrac sur ta table, tu vois? Et c'est tout à fait normal pour les Thaïs, quoi. Personne va rien prendre. Donc c'est vrai que quand tu es dans ce mood-là, tu te dis: «Ah ouais, c'est différent». Après à Bangkok, tu vois, je m'amuserais peut-être pas à le faire dans un Starbucks où il y a beaucoup de passages, mais après c'est une question, c'est épreuve de logique, comme on dit. Voilà, ensuite Bali franchement très, très safe aussi. Hem, Pas vraiment de cas de vol ou du moins très, très peu. Ça veut pas dire qu'il y en a pas, mais franchement, moi, à titre perso, j'ai jamais entendu parler de cas de vol, à part le vol d'un casque une fois d'une personne qui l'a laissé sur son scooter. Voilà, c'est le seul truc que j'ai entendu, en 2 ans sur Bali. Comme d'hab, toujours un petit peu faire attention à ses affaires, mais c'est vrai que quand tu vas dans un café, les gens laissent tout traîner, donc là-dessus, moi, je me suis jamais trop inquiété à Bali. En tout cas là où je suis. Et le dernier point, Dubaï, bon Dubaï c'est, je pense c'est en haut de la liste. Dubaï, tu peux laisser ton MacBook, en plein milieu d'un supermarché et revenir le lendemain, il y sera encore. Donc après ils ont Dubaï, c'est une ville qui est sous caméra, et qui, je pense, si tu te fais attraper pour vol, très punitif. Peut-être que tu laisseras une main. Voilà. Ouais, peut-être que tu laisseras une main, donc ouais. Exactement ce que j'allais préciser, Dim, où il y a peut-être une différence entre la culture du pays. On peut penser par exemple au Japon, où là, tu as une forte enfin en fait, voler, c'est vraiment c'est la honte, c'est shame, c'est et des pays où c'est de la répression. Donc il y a
le côté, éducation où, vraiment tu ne voles pas parce que ça ne fait pas partie de tes mœurs et que quelqu'un qui le fait, il est vraiment, banni un petit peu de la société ou, mis à marge. VS, bah, répression forte où tu en as parlé, ça peut être prison et je sais pas, en tout cas prison à minima et pas des peines, pas des petites peines. En fait, quelque chose qui te dissuade fermement de faire, de voler ou d'enfreindre, les lois. Donc Dubaï, c'est le modèle, répressif, par rapport à tout ça. Bah, merci pour ce panorama. On va passer, aux questions rapides et la question rapide, ça va être la destination la meilleure si et je te donne, bah, l'adjectif ou en tout cas la raison, par rapport à cette option. Donc meilleur si je suis freelance solo. Thaïlande, je dirais. OK. Meilleur si tu es, avec une vie de couple, somme toute, travail, classique. Oh, c'est dur, je dirais Bali. OK. Meilleur si tu as une vie de famille, donc un couple, 2 enfants, petite activité de freelance, mais rien de plus. Alors, petite activité de freelance, parce que j'allais dire Dubaï, mais si c'est petite activité de freelance, je vais redire Bali encore une fois. Bali. Meilleur si tu as des grosses ambitions boulot et que tu veux monter une start-up, un truc fort qui marque, la décennie. Ah, Dubaï. Dubaï, OK. Meilleur si tu cherches une vie, nature, si tu as les moyens, tu es par exemple à la retraite ou alors, tu as eu un capital et tu souhaites passer, quelques années, voilà, à passer, enfin à prendre soin de toi. Thaïlande. Thaïlande, OK. OK, OK. Et bah, c'est à peu près tout sur les meilleurs si, et moi je vais te demanderai 3 règles d'or valables, partout, sur ces destinations. Donc c'est difficile parce qu'on peut pas être généraliste, mais comment tu t'adaptes toi? Quelles sont, les choses que tu ne négliges pas ou du moins que tu mets tout le temps en place quand tu pars un petit peu à l'étranger comme ça? Hem, la première règle d'or, c'est de toujours garder la même, routine partout où tu vas, ou du moins à 80. En fait, la chose qui est plus dure pour, l'être humain, c'est le changement. Mais si au final ta routine, le changement, c'est juste, ton décor. Peut-être que tu vas passer, je sais pas, admettons, tu passes de Bangkok à Canggu, à Bali. Oui, bon, bah, au lieu de voir une barre d'immeuble, tu vois, la mer peut-être? Mais ta routine, en quoi elle a besoin d'être différente? Tu vas quand même, essayer de bien dormir, tu vas quand même peut-être aller à la salle de sport, tu vas réseauter, essayer de rencontrer des gens, tu vas chercher un lieu pour travailler, que ça soit chez toi ou en coworking. Heu, voilà, au final, en fait, le but, c'est une fois que tu as structuré ta routine, tu peux la copier-coller partout dans le monde ou quasiment partout dans le monde, à condition d'avoir des destinations qui s'apparentent ou du moins qui, te permettent d'être digital nomade, tu vois? Et c'est pour ça que je fais des vidéos. Il y a des destinations, c'est le cas, et des destinations, c'est un petit peu moins le cas. Donc là, c'est la première règle d'or. La deuxième, c'est, d'être en mesure d'aller vers les autres. Je pense qu'en fait, un des plus gros, je vais pas dire que c'est un frein, mais challenge, voilà, je devrais dire ça comme ça, d'un digital nomade, en fait, c'est la solitude. Donc la solitude, tu as plein de moyens de la contrer. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi j'ai créé un produit en lien avec ça, tu vois? Une school. Mais c'est vrai qu'en fait les gens ils se sentent seuls, et automatiquement quand tu es francophone, peut-être que ton niveau d'anglais il est pas au niveau. Donc ça, c'est une comment dire? C'est un challenge supplémentaire en plus d'aller vers des gens qui sont, 100 bah, anglophones, quoi. Donc il faut pas avoir peur d'aller vers les gens. Il faut pas avoir peur de créer, voilà, des échanges. Il faut pas avoir peur de payer plus cher pour aller dans un club de sport qui est un peu plus, axé pour, les expats, parce que c'est là où tu vas rencontrer en fait des gens, tu vois? Voilà, il faut vraiment, provoquer un peu les rencontres. Donc tout ça, c'est ultra important, en plus des groupes Facebook que tu peux avoir ou autre. Donc ça, je dirais, c'est le deuxième élément important. Et ensuite en troisième, ah oui, je pourrais dire rester au minimum un mois par destination. Ça, c'est ultra important parce que, bouger tout le temps, trop souvent, ça rend les gens fous. Ça m'a rendu fou, lors de mon 1er, trip. Et c'est vrai qu'en fait, tu arrives plus à avoir, en fait, ta routine si tu bouges constamment, et c'est très, très dur de développer un business, de gérer un business si, tu bouges constamment. On a quand même besoin, dans le fait d'être nomade, d'avoir un peu de stabilité. Donc tu as le droit de bouger, mais il faut quand même, te poser un mois par destination idéalement,
parce que sinon, voilà, c'est trop compliqué, tu bouges dans tous les sens, c'est trop énergivore, tu dois constamment prendre des trains, des bus, des avions, découvrir des nouveaux logements, voir ce qu'il y a autour. Enfin, déjà un mois, des fois, c'est compliqué, donc toutes les semaines, j'ose même pas imaginer, quoi. OK. Merci beaucoup. Alors moi, il y a des choses sur lesquelles je veux rebondir, sur les habitudes. Alors je suis tout à fait d'accord parce que j'ai une routine et je suis entrepreneur et en même temps, j'ai un ami entrepreneur où il m'expliquait avec un peu de gêne que sa vie était c'est pas qu'elle est pour certains, elle était chiante parce qu'il mettait en place des habitudes. Pour lui, elle n'est pas chiante, mais tu vois, c'est le regard des autres sur potentiellement, sa vie et son mode de fonctionnement qui le rend heureux avec c'est exactement le même principe. C'est il va travailler, il va avoir une phase de détente et après il a le sport le soir et en fait, bah, il essaie de ne pas déroger à ça. Donc des fois, il y a des distractions, dans son environnement et il dit: «Non, je peux pas parce que je dois faire mon sport» ou alors: «Je le fais après le sport», mais c'est trop tard pour certaines personnes. Donc il a une certaine hygiène de vie et une règle et moi, je trouve que l'environnement donc je vais à l'encontre de ce que tu dis, Dim, l'environnement, les gens qui t'entourent peuvent influer sur ça. Alors tu as peut-être, je pense, un caractère solide et tu as quelque chose de fort où, peu importe ton environnement, tu vas pas te laisser déstabiliser, tu es fort sur tes appuis. Mais je pense que ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc je remettrais un petit peu de nuance là-dedans. C'est que, ouais, il y a des gens qui sont plus ou moins influencés par, ce qu'il y a autour et puis on dit souvent qu'on est aussi la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie. Ce qui est assez vrai parce que, bah, je trouve que les gens nous inspirent, et puis, on a tendance à évoluer des fois si on côtoie des gens qui sont plus forts que nous, bon voilà, il y a un côté comme ça. Ça c'était le thème bas. Sur la solitude, alors ça j'adore parce qu'en étant en France et en étant dans une petite ville en France, à Dijon, je le retrouve cette solitude et donc chouette que toi tu aies mis aussi en place. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? De ton accompagnement, justement sur, comment, bah, trouver un réseau et puis, ne pas être seul, tu peux nous en parler dessus? Donc Skool, c'est en fait, c'est une plateforme qui va réunir tous tes abonnés. Tu peux nous en dire plus là-dessus? Ouais, bien sûr. En fait, c'est un module, un produit, hein, très clairement que j'ai créé. J'ai mis du temps à créer parce que, voilà, je voulais qu'il soit je suis un peu perfectionniste sur les bords et je voulais pas, voilà, faire quelque chose de payant qui soit pas à la hauteur. Donc je me suis vraiment challengé là-dessus et en fait, de par mes années d'expérience, ça fait 5 ans que j'ai ce mode de vie, donc voilà, j'ai fait hélas ou heureusement des erreurs, c'est normal. Donc en fait, j'ai mis tout ça à profit, pour créer donc cette fameuse school qui s'appelle Les Nomades Libres et dans laquelle, en fait, tu vas pouvoir trouver plein de modules sur, par exemple, comment être sûr de trouver un logement sur le long terme. Parce qu'il faut savoir que des fois, on peut négocier aussi ses prix de Airbnb et cetera. Les gens, ils sont pas au courant, tu vois? Donc il y a plein de choses qu'on peut faire comme ça, que j'explique à travers des modules vidéo. Je parle aussi un petit peu fiscalité parce que c'est vrai que quand on est digital nomade, il y a des gens qui sont persuadés que quand tu quittes la France, tu es plus résident fiscal français alors que tu le restes. Donc il y a plein de choses à prendre en compte, tu vois? Et les gens, ils sont perdus et c'est normal, hein, je l'ai été avant. Il y a aussi des guides qui sont créés par ville. Alors ça, plus je voyage, plus il y a des nouveaux guides. Prenons un exemple sur Canggu, bah, dans le guide, je vais te cibler les zones où je te conseille de vivre, de résider, voilà, en fonction de, ce qu'il y a autour. Est-ce que c'est tendance? Est-ce que tu vas pouvoir bien résider dans cette zone-là? Voilà. Ensuite, je vais aussi lister, bah, mes adresses préférées, les lieux que je conseille, le listing des espaces de coworking, et plein de petites astuces en plus que je vais pouvoir trouver. Par exemple, ici à Bali, si tu veux faire, je sais pas, un soin précis du visage, je vais l'avoir, sûrement testé, donc je vais pouvoir le lister, tu vois? Ce genre de choses que tu vas mettre un peu de temps à trouver ou tu vas avoir besoin d'avoir une recommandation pour le trouver. Tout ça, bah, moi, voilà, je l'ai listé, en plus de créer vraiment des modules vidéo pour expliquer comment est la vie sur place, voilà, pour que les gens soient bien conscients de où ils mettent les pieds, où ils vont mettre les pieds. Donc voilà, il y a tout ça et surtout il y a cet aspect, communauté où en fait, bah, comme c'est hébergé sur Skool, donc Skool qui est une plateforme où tu peux, à la fois consommer du contenu comme je l'ai indiqué, mais aussi, tu as un feed, un petit peu comme un feed Facebook. En fait, les gens peuvent poser leurs questions et plus il y a de monde dans le groupe, plus il y a des réponses, plus il y a de l'échange, plus c'est vivant et en plus de ça, moi, ce que j'ai ajouté, c'est que j'ai, un visio, mensuel, ce qui permet, à tous les membres, du moins ceux qui souhaitent, y participer, de se retrouver, de poser leurs questions et d'avoir quelque chose de très dynamique et de mieux préparer leur voyage, voire de rencontrer leurs futurs, collègues, ou colocs. Super, excellent.
Merci beaucoup. Alors petite dernière petite question, qui est en rapport un peu avec ce qu'on fait. Est-ce que tu utilises l'intelligence artificielle, pour, bah, ta création de contenu, pour faciliter ton quotidien? Et si oui, quels outils, avec quels usages? Je ne sais pas si tu as des outils que tu mets en place, peut-être que non, peut-être que tu travailles, encore de manière, classique et que en tout cas ça marche bien pour toi donc mais est-ce que tu utilises un peu l'IA, dans ton quotidien? Ouais, moi j'utilise énormément, ChatGPT. J'ai la version, plus, enfin je sais plus comment on l'appelle, premium. Pro, voilà exactement. Honnêtement, moi ça me sert pour gérer parfois juste des tâches administratives que j'ai pas envie de faire. Je te donne un exemple, mais, quand j'ai un contrat avec un nouveau sponsor ou autre, ça va pouvoir me générer un contrat. Voilà, ça c'est un exemple classique qui me fait gagner du temps et ensuite je vais aussi avoir, je vais beaucoup l'utiliser pour, rechercher des idées de vidéos. Alors même si globalement, vu que je voyage beaucoup, tu sais, j'ai beaucoup de stock, hein, j'ai beaucoup d'idées de vidéos, je les connais à plus ou moins sur les 4 prochains mois. Mais, des fois, voilà, j'ai besoin d'être challengé sur, une vidéo, voir si on va plus en détail, me challenger sur les titres, me challenger sur la structure de vidéo. La structure, c'est comment je fais une vidéo qui est dynamique, tu vois? Alors moi, je fais un peu mon plan de base et je demande à l'IA de l'optimiser. Pourquoi je vais l'utiliser encore? Bah, pareil sur, ma school ou, voilà d'autres produits. En fait, l'IA, c'est un peu un assistant. Des fois, je lui pose des questions: «Est-ce que j'aurais faire ça ou ça?» Et voilà, ça sur cet aspect-là, ça m'a beaucoup aidé aussi. Donc oui, j'ai gagné beaucoup de temps grâce à l'IA et honnêtement, ChatGPT, je pense que ça nous fait aller, bien plus vite. Donc, ouais, très utile. Super, merci énormément et puis on parlait de Premiere Pro et parfois de régler l'audio, bah, derrière il y a de l'IA. C'est ça qu'on se rend pas compte Dim, c'est qu'en fait il y a plein de solutions et c'est le futur, c'est qu'en fait ça va être intégré et que ça va, dans notre usage quotidien être présent sans qu'on s'en rende compte. Et puis, bah, sur, l'aspect YouTube, il y a une chaîne qui s'appelle Le Coin des youtubeurs, qui a fait une super vidéo, là-dessus, tu dois connaître avec Sylvain Lepoutre, qui est très intéressant et des petits tips par exemple sur les prompts que tu peux mettre pour trouver des beaux titres, c'est de les aborder, donc lui demander une première idée de titre, après lui demander un angle, curiosité, éveiller la curiosité du lecteur. Puis des fois jouer sur les idées reçues, aller contre les idées reçues, et donc il y a vraiment tout un tas de et souvent on itère. On a une première demande et puis on voit comment on peut et des fois on prend juste un nom, mais c'est vrai, on se dit: «Ah oui, ça résonne en moi», donc les gens qui me suivent doivent vraiment apprécier ce type de mots, ce type d'impact, sur, C'est clair et la bonne nouvelle, c'est que maintenant on peut tester les titres aussi sur YouTube. miniature et titre, exactement. Merci infiniment Dim. Je te laisse vraiment, bah, déjà moi je vais faire vraiment ton éloge en disant que, tes vidéos et donc pour une première étape, allez voir les vidéos de Dimitri sans forcément aller voir le school directement, mais allez vous imprégner de son univers. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes intéressé, bah, par tout ce qui est peut-être expatriation, bah, changer de destination, vivre, voir comment on vit ailleurs, mais même un voyage, j'imagine Dimitri, quelqu'un qui veut partir un mois, il va avoir tout un tas d'informations sur comment vivre, la nourriture, l'habitation sur un mois, et cetera. Donc j'invite les gens vraiment à aller voir la chaîne YouTube, de Dim, et puis, bah, après, est-ce qu'on peut te suivre ailleurs ou non? C'est vraiment le canal, qui est le plus intéressant pour toi? Et Alors, je suis assez actif sur Instagram, surtout en OK, termes de sur les stories, voilà, pour ceux qui veulent suivre un peu en direct, ce que je trouve, ce que je fais, ils peuvent, aller sur Instagram. Alors, c'est pareil, hein, c'est Dime Brod, hein, c'est aussi simple que ça. OK. C'est vrai que je publie pas trop en ce moment parce que, voilà, contrainte de temps, YouTube me prend beaucoup de mon temps, mais à terme, je pense que je mettrai un peu les bouchées doubles sur Instagram, donc faudra que je vois comment je peux gérer ça. OK, super. Est-ce que tu as, peut-être quelqu'un, que tu nous recommanderais, à inviter sur cette chaîne? Hem, oh, c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Honnêtement, j'ai pas de nom qui me vient directement. Peut-être alors sur les outils d'intelligence artificielle ou alors, sur les nouvelles technologies à Bali, tu vois quelqu'un qui est là-dedans ou même, quelqu'un qui t'inspire, hein. Ça peut être tout à fait autre que l'expatriation ou autre que si, Moi, j'ai 2 personnes qui m'ont un petit peu inspiré, sur l'aspect, expatriation et business. Ça a été, Théophile Hélier avec qui j'ai fait un podcast, 2 podcasts et tu as aussi Osei TV
qui est donc Julien, que j'ai jamais eu l'occasion de rencontrer, mais j'aime beaucoup ses vidéos, j'aime beaucoup son sérieux. OK, super. 2 youtubeurs que je vois. Et beh, merci beaucoup Dim. Encore une fois, allez voir la chaîne, de Dim, il est incroyable, voilà, dommage qu'on soit si loin. Mais, voilà, plaisir, d'avoir partagé ce petit moment avec toi et puis je te laisse passer une bonne soirée, à Bali. Un bon jour de France. Il fait pas beau, à Dijon. Je sais pas quelle journée tu as eu, tu as eu, pareil du beau temps donc La saison des pluies arrive, donc le matin, il fait très beau et l'après-midi, ça tombe une fois en principe. OK, d'accord. Et puis bien sûr, si vous voulez retrouver donc tous les liens de Dimitri, que ce soit le school, la petite école, l'accompagnement qu'il met en place, ça va être en description. Il y a la chaîne YouTube et on va mettre son Insta, tout ça en description de la vidéo. Merci de nous avoir écoutés et puis belle journée à vous tous. Ciao.